Ma mère sourit avec suffisance. Il l'aime, elle, pas toi. Laisse-lui la maison et l'argent. J'ai signé les papiers du divorce. Il peut rester avec elle, mais la maison et l'argent sont à moi. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir depuis quelle ville de France vous me regardez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et maintenant, laissez-moi vous plonger dans cette histoire. Ma mère n'a même pas cligné des yeux quand elle m'a dit de lui céder mon mari. Elle a simplement coupé une brochette de viande grillée, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Nathalie, sois raisonnable. Chloé attend un enfant de lui. Elle en a plus besoin que toi. » Je suis resté figé. La fourchette dans ma main m'a soudain paru lourde comme du plomb. L'air de la salle à manger de la maison de campagne de mes parents, dans le Maine-et-Loire, d'ordinaire imprégné du parfum des pivoines hors de prix de ma mère, sentait maintenant la viande grillée et la trahison. J'ai balayé la table du regard. Mon père fixait son verre de vin, évitant soigneusement mes yeux. Jean-Pierre ne leva pas la tête. Ma sœur Chloé rayonnait. Sa main reposait de façon possessive sur un ventre à peine arrondi que je n'avais remarqué que 10 secondes plus tôt. Et Stéphane, mon mari depuis 10 ans, l'homme qui m'avait embrassé le matin même en me disant qu'il m'aimait, tenait l'autre main de Chloé. « Pardon » ai-je murmuré. Ma voix sonnait faible et pathétique. C'était la voix de la petite fille qui s'excusait autrefois simplement d'exister dans cette maison. Stéphane finit par me regarder. Il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux. Seulement du défi. « Nathalie, s'il te plaît, ne fais pas une scène, » dit-il avec ce ton condescendant qu'on réserve aux enfants hystériques. On ne voulait pas te le dire comme ça, mais on ne pouvait plus le cacher. Chloé est enceinte de 4 mois. Nous sommes amoureux. J'ai senti le sang quitter mon visage. 4 mois. Tu couches avec ma sœur depuis 4 mois ou plus? Chloé intervint. Elle sourit avec suffisance. Un sourire léger, cruel, que je connaissais trop bien. Peu importe, Nathalie. Les délais n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est que nous soyons maintenant une vraie famille. Quelque chose que, visiblement, tu ne pouvais pas lui donner. Le coup fut précis. Un impact direct sur nos problèmes d'infertilité, sur les tests négatifs, sur les nuits où je pleurais dans les bras de Stéphane pendant qu'il me murmurait que cela n'avait pas d'importance, que nous étions heureux à deux. Tout avait été un mensonge. J'ai regardé ma mère, Françoise. J'étais certaine qu'elle allait exploser. Qu'elle allait gifler Stéphane et le mettre dehors. Mais elle se contenta de prendre une gorgée de vin. Nathalie, regarde les faits. Tu es une femme de carrière, toujours en déplacement, toujours obsédée par ton entreprise. Tu es forte, tu peux survivre seule. Mais Chloé... Elle fit un geste vague. Elle est fragile. Elle a besoin d'un pourvoyeur. Et cet enfant est mon petit enfant. Ma chair et mon sang. Moi aussi je suis ta chair et ton sang. Ai-je explosé? Techniquement, c'est son mari, murmura mon père en levant enfin les yeux. Le mariage est pratiquement terminé, non? Vous vous êtes éloignés. On l'a tous vu. Stéphane est heureux avec Chloé. Regarde-les. Je les ai regardés. Ils ressemblaient à une parodie grotesque d'un couple heureux. Mon mari et ma petite sœur. Une vague de nausée m'a envahi. Je me suis levé brusquement. Ma chaise a grincé bruyamment sur le parquet. Assieds-toi, Nathalie, ordonna ma mère. Nous devons discuter des détails. Stéphane ne peut pas simplement aller louer un appartement. Il a besoin de stabilité pour le bébé. Nous pensons qu'il serait préférable que tu t'installes dans l'appartement du centre-ville. Laisse la maison à Stéphane et Chloé. Le quartier est agréable et proche de chez nous, nous pourrons aider avec l'enfant. Je suis resté bouche bée. Vous voulez que je quitte ma propre maison? Celle que j'ai achetée. Celle dont je paie le crédit. C'est aussi la maison de Stéphane, répondit ma mère avec mépris. Le code civil, non. Tout ce qui est acquis pendant le mariage se partage. Et puis tu as beaucoup d'argent. Tu peux en racheter une autre. Ne sois pas égoïste, Nathalie. C'est de mauvais goût. Égoïste. Je payais tout.
Le crédit de la voiture de mes parents. Les 3 tentatives ratées de Chloé pour obtenir un diplôme. Les projets professionnels de Stéphane qui n'avaient jamais rapporté un centime. Et maintenant j'étais égoïste parce que je voulais garder ma propre maison. Je m'en vais, ai-je dit en attrapant mon sac. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir la bandoulière. Si tu franchis cette porte, dit Stéphane, sa voix se faisant plus grave, autoritaire, tu prouveras pourquoi je te quitte. Tu es froide. Tu te soucies plus de tes biens que d'une vie humaine. Moi, je me soucie de la loyauté. Ai-je hurlé. Le son a résonné contre les murs. Je me soucie du fait que mon mari couche avec ma sœur. Chut, siffla ma mère. Que vont penser les voisins? Je les ai regardés une dernière fois. Un tableau de monstres. Mes parents, complices de la trahison. Ma sœur, en train de voler ma vie. Mon mari, un traître. Je ne vous donnerai pas la maison, ai-je dit d'une voix tremblante mais claire. Et je ne vous donnerai pas un divorce sans me battre. Tu le feras, répondit ma mère avec assurance. Sinon tu perdras cette famille pour toujours. Sois la grande sœur, pour une fois. Je me suis retourné et j'ai couru. Je n'ai pas regardé en arrière, vers la lumière chaude de la salle à manger. J'avais juste besoin d'air. De sortir avant de me briser sur le seuil même de cette maison. Avant de vous raconter ce que j'ai fait ensuite, merci de m'avoir écouté. Si vous me regardez depuis Angers ou une autre ville, dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous. La pluie d'Angers ne nettoie rien. Elle rend tout simplement tout gris et glissant. Je suis arrivé jusqu'à ma voiture en titubant, cherchant mes clés à tâtons. Ma vision était floue, autant à cause de la bruine incessante que des larmes brûlantes qui me coulaient sur les joues. Je me suis réfugié dans les sièges en cuir de ma voiture, la voiture que j'avais achetée moi-même, me le rappelant amèrement, et j'ai verrouillé les portes. Un instant, je suis resté là, haletante. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures blanchissaient. J'ai démarré et je suis parti en trombe, laissant derrière moi la maison où j'avais passé toute ma vie à essayer d'être suffisante. Je ne savais pas où j'allais. Je conduisais simplement. J'ai rejoint la rocade autour d'Angers. Les essuie-glaces battaient un rythme frénétique contre le pare-brise. Mon esprit tournait en rond, cherchant une échappatoire. Peut-être que c'était une blague. Une blague malade et cruelle. Peut-être que je me réveillerais dans mon lit, à côté de Stéphane, qu'il sentirait son savon au bois de cèdre, que je lui raconterais ce cauchemar et qu'il rirait en me prenant dans ses bras. Mais l'image de la main de Chloé sur son ventre s'imposa. La suffisance. L'absence totale de honte. Ce n'était pas un cauchemar. C'était ma vie. J'ai roulé sans but pendant longtemps. Les lumières de la ville se diluaient en longues traînées de néon. Finalement, je me suis arrêté sur un belvédère surplombant la rivière Maine. Il faisait complètement noir. L'eau était invisible, à l'exception des reflets de la ville. J'ai coupé le moteur et laissé le silence m'écraser. Comment? Comment a-t-il pu? J'ai repassé mentalement les derniers mois. Les nuits tardives où Stéphane disait être en réunion professionnelle. Les week-ends où il prétendait aider ses parents à faire des travaux. Il n'était pas chez eux. Il était chez les miens. Avec elle. Ils étaient tous complices. Chaque dîner du dimanche, il riait de moi dans mon dos. Il me regardait comme la femme stupide qui travaillait 80 heures par semaine pour financer leur train de vie et se moquait de mon ignorance. J'ai crié. Un cri brut, primitif, qui m'a déchiré la gorge. J'ai frappé le volant jusqu'à me faire mal aux paumes. J'ai crié pour les 10 années gaspillées. J'ai crié pour le bébé que je ne pouvais pas avoir et pour celui qu'elle portait. Puis vint la négociation. La négociation pathétique et désespérée d'une femme en état de choc. Peut-être que nous pouvons arranger ça, murmura une petite voix traîtresse dans ma tête. Peut-être si j'accepte un mariage ouvert. Peut-être si j'aide à élever le bébé. Non. J'ai regardé le siège passager. Dans le porte-gobelet se trouvait un reçu froissé. Je l'ai pris. C'était un reçu de bijouterie datant de 2 semaines. Un bracelet à breloques. Je n'avais pas de bracelet à breloques. Chloé, si. Je me souvenais avoir vu une nouvelle chaîne en argent à son poignet pendant le dîner.
Il lui avait acheté des bijoux avec mon argent. La douleur commença à se solidifier en quelque chose de plus froid. Je me suis rappelé ses vœux, dans la richesse et dans la pauvreté. Manifestement, il adorait la partie richesse. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais une simple comptable junior et lui un agent immobilier prometteur. Nous étions égaux. Puis, pendant que je gravissais les échelons, suivant des cours du soir, obtenant des certifications, me battant pour devenir directrice financière, lui stagnait. Et au lieu d'en être fier, il en était amer. « Tu me castres », m'a-t-il dit un jour lors d'une dispute sur l'argent, me dit-il un jour lors d'une dispute à propos de l'argent. Tu me traites comme un employé. Je me suis excusé. Et le lendemain, j'ai viré 1 000 € sur son compte personnel pour qu'il les investisse dans son activité de conseil, uniquement pour apaiser son ego. J'ai acheté son amour encore et encore. Et mes parents. C'était ce qui faisait le plus mal. Soit la grande sœur. Mes parents. C'était le mantra de mon existence. Chloé est sensible, Nathalie. Chloé a besoin d'aide. Nathalie, toi tu es forte. Être forte n'était qu'un euphémisme pour dire qu'on pouvait profiter de moi. Il ne m'aimait pas pour ce que j'étais. Il m'aimait pour ce que je fournissais. J'étais la bête de somme de la famille, tirant tout le poids pour que Chloé puisse trotter joyeusement à côté. J'ai regardé mon téléphone. 5 appels manqués de ma mère. Un message de Stéphane? Arrête d'être si dramatique. Reviens et on pourra discuter d'un calendrier de déménagement. Un calendrier de déménagement. Il planifiait déjà comment organiser mes meubles dans sa nouvelle vie. Je n'ai pas répondu. J'ai redémarré la voiture. Les larmes s'étaient arrêtées. J'avais les yeux secs, irrités, et une douleur creuse dans la poitrine, une douleur dont je savais qu'elle resterait longtemps. Mais en quittant le parking, le déni avait disparu. La réalité était une pierre froide et dure dans mon estomac. Il voulait la guerre. Il voulait ma maison. Il voulait mon argent. Il pensait que je céderais parce que je l'avais toujours fait. Il pensait que j'étais faible parce que j'étais gentille. J'ai conduit jusqu'à chez moi. Chez moi. Pas pour faire mes valises, mais pour sécuriser le périmètre. Je n'allais pas dans un appartement du centre-ville. J'allais dormir dans mon propre lit, même s'il sentait encore lui. Demain, je ne serai ni une fille ni une épouse. Demain, je serai une directrice financière. J'allais auditer toute leur existence. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas renversé la table et incendié la maison sur le champ, il faut comprendre la hiérarchie de la famille Dubois. J'étais l'aîné. En bonne santé. Robuste. Chloé est née 8 ans plus tard. Prématurée. Fragile. Dès qu'elle est arrivée dans une couveuse, respirant faiblement, elle est devenue le soleil et moi l'ombre. Ça a commencé par de petites choses. Silence, Nathalie. La petite dort. Donne ce jouet à Chloé. Elle pleure. Tu n'as pas besoin de nouvelles chaussures, Nathalie. Chloé, elle, a besoin de semelles orthopédiques. J'ai compris très tôt que mes besoins passaient après. Mon rôle était de faciliter le bonheur de Chloé. Je me souviens de mes 16 ans. J'avais économisé tout l'été en faisant du babysitting et en tondant des pelouses pour m'acheter une voiture, une vieille Renault Clio. Mon père m'avait promis de doubler mes économies si j'obtenais toutes les meilleures notes. Je l'ai fait. Je lui ai présenté fièrement mon bulletin scolaire et un bocal rempli d'argent. Mon père a regardé le bocal, puis ma mère. Nathalie, ma chérie, a commencé ma mère de cette voix douce et compatissante. Nous avons un souci. Chloé a besoin d'un appareil dentaire coûteux et le stage de danse commence bientôt. Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre cet argent en ce moment. Mais vous l'aviez promis, ai-je dit d'une voix tremblante. Ne sois pas égoïste, a répliqué mon père. Ta sœur a des problèmes d'estime de soi. L'appareil est une nécessité médicale. Toi, tu peux prendre le bus, ça te forgera le caractère. Alors j'ai pris le bus. Chloé a eu son appareil et son stage de danse. Elle a quitté le stage au bout de 2 jours parce que c'était trop difficile. L'argent a été perdu. Je n'ai jamais reçu l'argent promis. J'ai acheté ma Clio moi-même 2 ans plus tard. C'était le schéma.
Je travaillais. Chloé recevait. Le pire incident, celui qui aurait dû m'ouvrir les yeux, est survenu à ma remise de diplôme. Je m'étais acheté une magnifique robe vert émeraude. J'avais enchaîné les doubles services dans un café pour pouvoir me l'offrir. Elle était suspendue dans mon armoire, protégée par une housse en plastique. Le symbole d'une soirée où je serais belle et spéciale. 2 jours avant la cérémonie, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Chloé, qui avait alors 10 ans, dans ma chambre. Elle portait ma robe. Elle traînait par terre et avait pris des ciseaux pour couper l'ourlet parce que c'était trop long pour elle. Elle tournoyait en jouant à la princesse. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je crié. Elle a trébuché. Les ciseaux ont fait une longue déchirure juste au niveau du corsage. Je me suis effondré. Littéralement. Je me suis assise par terre et j'ai sangloté. Ma mère est entrée en courant. Quand elle a vu la robe détruite et le visage coupable de Chloé, elle ne l'a pas grondée. Elle s'est tournée vers moi. « Nathalie, tu n'aurais pas dû la laisser là où elle pouvait l'attraper. Ce n'est qu'une enfant. Elle voulait être comme sa grande sœur. Elle l'a détruite. » ai-je hurlé. « Je ne peux plus la porter. » « On peut mettre une épingle à nourrice, a dit ma mère avec désinvolture. « Arrête de réagir comme ça. Tu fais pleurer Chloé. » Et la voilà. Chloé pleurait de fausses larmes de crocodile. Et soudain, c'était moi la méchante. Je suis allé à ma remise de diplôme avec une robe empruntée qui ne m'allait pas. Chloé a eu une glace pour apaiser son traumatisme causé par mes cris. Cette dynamique nous a suivis jusqu'à l'âge adulte. Je suis allé à l'université avec une bourse et des prêts. Chloé y est allée avec l'argent de mes parents. Elle a abandonné. Elle est allée dans une école d'esthétique. Elle a abandonné. Puis elle est partie, se trouver, en Europe pendant 1 an, financée par une carte de crédit que mon père m'a ensuite demandé de l'aider à rembourser parce que les intérêts nous étouffent, Nathalie, et toi tu as un si bon travail maintenant. J'ai payé. C'est ça, la maladie d'être l'enfant de l'ombre. Penses-tu que si tu paies assez, si tu règles assez de problèmes, ils finiront peut-être par te regarder avec la même adoration qu'ils réservent à l'enfant en or? Je pensais pouvoir acheter leur amour. Quand j'ai présenté Stéphane à ma famille, j'ai cru qu'enfin quelqu'un était de mon côté. Ils voyaient comment il me traitait. Tes parents sont fous, m'a-t-il dit après notre premier réveillon ensemble, en regardant Chloé ouvrir une montagne de cadeaux pendant que je recevais un calendrier et une paire de chaussettes. Moi, je prendrai soin de toi, Nathalie. Avec moi, tu ne seras jamais le second choix. Je me suis accroché à ces mots. Je l'ai épousée en y croyant. Je n'avais pas réalisé que Stéphane était, au fond, une version masculine de Chloé. Insécure. Convaincu de tout mériter. À la recherche d'un hôte. Il ne voulait pas me sauver de ma dynamique familiale. Il voulait s'y intégrer. Il a vu à quel point j'étais généreuse, comment je jetais de l'argent sur les problèmes pour les faire disparaître, et il a compris qu'il avait décroché le gros lot. Alors quand ma mère a dit à cette table, « Sois la grande sœur », ça a activé 3 décennies de conditionnement. Mais aussi 3 décennies de colère refoulée. Je n'avais plus 16 ans. Je ne dépendais plus d'eux pour un toit ou pour l'amour. J'étais une directrice financière. Je gérais des millions d'euros. Je licenciais des gens incompétents dans le cadre de mon travail. Et ce soir-là, allongé dans ma maison à fixer le plafond, j'ai compris que ma famille était un mauvais investissement. Un actif toxique. Et qu'il était temps de le liquider. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un lit froid et vide. Pendant une fraction de seconde, j'ai cherché Stéphane par réflexe musculaire, attendant sa chaleur. Puis la réalité m'a frappé comme un coup physique. Il n'était pas là. Il était probablement avec elle. Je me suis levé et je suis entré dans son bureau ou plutôt dans sa salle de jeu que nous appelions bureau pour sauver sa dignité. Quand j'ai rencontré Stéphane, il était agent immobilier. Pas le plus performant, mais il avait du charme. Il avait du potentiel. Son caractère détendu compensait ma nature intense. Il était le rêveur. Cela semblait être une bonne combinaison. Mais à mesure que ma carrière décollait, la sienne stagnait. Je suis devenu associé dans mon entreprise. Le marché immobilier s'est effondré. Il n'a vendu aucune maison pendant 1 an.
Ce n'est pas grave, lui ai-je dit. Je gagne assez pour nous deux. Prends une pause. Réfléchis à ce que tu veux faire. C'était mon erreur. Je lui ai offert un matelas, et il a décidé de faire une sieste de 5 ans. Il s'est réinventé en consultant en affaires. Un titre vague qui signifiait qu'il passait ses journées sur LinkedIn et des forums, et qu'il rencontrait parfois un ami pour déjeuner et discuter d'idées qui ne se concrétisaient jamais. Il a cessé de contribuer au crédit immobilier. Puis aux factures. Puis aux courses. Lentement, insidieusement, je suis devenue l'unique pourvoyeuse. Au début, l'argent ne me dérangeait pas. Je l'aimais. Mais son attitude, oui. Moins il gagnait, plus il devenait arrogant. C'était un mécanisme de défense. Il se sentait petit, alors il devait faire semblant d'être grand. Il a commencé à critiquer mes dépenses. Tu as vraiment besoin d'un autre tailleur de créateur, Nathalie ? Me demandait-il en portant la montre de 5000 € que je lui avais achetée. Tu es tellement matérialiste. Tu travailles trop. Tu perds le contact avec ce qui est important. Ce qui était important, apparemment, c'était lui. Je suis allé à son bureau. C'était un chaos de papiers et de courriers non ouverts. J'ai commencé à fouiller. Un avis de retard de paiement sur une carte de crédit dont je n'avais jamais entendu parler. Une amende pour excès de vitesse. Et puis, une brochure pour un complexe de luxe à Deauville. Je suis resté figé. J'ai reconnu ce complexe. J'y avais séjourné lors d'un séminaire d'entreprise. Stéphane était resté à la maison parce qu'il avait une réunion importante. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté le relevé de notre compte commun, celui que je renflouais chaque mois pour les dépenses du foyer. C'était là. Un débit pour 2 billets de train pour Deauville. Les dates coïncidaient avec mon déplacement professionnel, et un débit pour une suite double. Il y avait emmené pendant que j'étais en réunion à conclure des contrats pour payer notre vie. Lui buvait des cocktails en bord de mer avec ma sœur. Avec mon argent. J'ai eu la nausée. Ce n'était pas seulement le sexe, c'était le financement de la trahison. Il m'avait fait payer pour ma propre humiliation. J'ai continué à creuser. J'ai regardé les retraits d'espèces. Frais de conseil, notait-il dans notre application de budget. Mais en regardant les dates le 12 août, l'anniversaire de Chloé. Le 5 septembre. Le jour où la voiture de Chloé est tombée en panne. Le 31 octobre j'avais subventionné sa vie pendant des années, pas des mois. Des années. Tu me fais me sentir petit, m'avait-il dit lors de notre dernier dîner d'anniversaire. Le vrai, pas le désastre d'hier. Tu te promènes comme si tu étais la propriétaire, juste parce que c'est toi qui signes les chèques. Je n'essaie pas, avais-je répondu, culpabilisé. Je veux juste qu'on soit stable. La stabilité n'est pas sexy, Nathalie, s'était moqué Stéphane. Le besoin, ça c'est sexy. Toi, tu n'as pas besoin de moi. Il avait raison. Je n'avais pas besoin de lui. Mais Chloé, si. Chloé était un puissant fond de besoin. Elle avait besoin d'argent, elle avait besoin de validation, elle avait besoin que quelqu'un la sauve. Stéphane ne pouvait pas se sauver lui-même, mais il pouvait faire semblant de sauver Chloé en utilisant mes ressources. C'était une symbiose parasitaire. Lui se sentait comme un grand homme, et elle obtenait tout gratuitement. J'ai claqué l'ordinateur portable. Ma tristesse s'évaporait, remplacée par une lucidité froide et aiguë. Ce n'était pas une tragédie. C'était un braquage. J'ai regardé autour de la pièce, les choses que je lui avais achetées, l'ordinateur de gaming haut de gamme, la chaise ergonomique, un maillot de basket dédicacé accroché au mur. C'était une sangsue. Une sangsue séduisante, charmante, qui te faisait douter de ta propre santé mentale. Et il avait commis une erreur fatale. Il avait cru que parce que j'étais généreuse, j'étais stupide. Il avait cru que parce que je l'aimais, je ne vérifierais pas les comptes. Mais je suis directrice financière. Je vérifie tout. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Des pas lourds. Il était là. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai remis mes cheveux en place et je me suis levé. L'épouse en larmes avait disparu. L'auditrice était présente.
Stéphane est entré dans la maison comme s'il en était le propriétaire. Il n'avait pas l'air repentant. Il avait l'air agacé, comme un homme qu'on interrompt pour une corvée ennuyeuse. Il portait sous le bras une pile de cartons plats. « Nathalie, dit-il en me voyant en haut de l'escalier. Je suis content que tu sois là. Il faut qu'on accélère ça. » Je suis descendu lentement. Ma main a glissé sur la rampe que j'avais moi-même poncée et vernie. Accélérer quoi, exactement? La transition, répondit-il en jetant les cartons dans l'entrée. Chloé est très hormonale, elle s'inquiète. Le bébé ressent le stress, tu sais? Il faut qu'on s'installe ici pour le week-end pour qu'elle puisse commencer à préparer la chambre du bébé. Je me suis arrêté sur la dernière marche, en le regardant dans les yeux. Tu ne prépareras pas de chambre de bébé dans ma maison. Stéphane leva les yeux au ciel. Voilà. Je l'ai dit à ta mère que tu serais difficile. Écoute, Nathalie, soyons adultes. Cette maison a 4 chambres. Elle est trop grande pour une seule personne. Tu n'es jamais là. De toute façon, tu vis au bureau. Chloé et moi, on fonde une famille. On a besoin de l'espace. C'est juste logique. Logique. J'ai lâché un rire sec, incrédule. Logique, ce serait que tu déménages dans un appartement que tu peux te permettre, ce qui, d'après mes calculs, ressemble à un carton sous un pont. Son visage s'assombrit. Le charme s'évapora, révélant la malveillance dessous. Ne commence pas avec l'argent. Ce foutu argent, c'est tout ce que tu as, pas vrai? L'argent. Tu crois que ça te rend meilleur que tout le monde? Paie le crédit immobilier, ai-je dit calmement, ce que tu n'as pas fait depuis 5 ans. J'ai contribué autrement. Cria-t-il, le visage rouge. J'ai géré la maison, je me suis occupé des choses, je t'ai donné du soutien émotionnel. Tu as couché avec ma sœur, ai-je répliqué. C'est ça, le soutien émotionnel. J'ai couché avec elle parce qu'elle m'apprécie. Il s'est avancé, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. Ça marchait avant. Aujourd'hui, ça ne marchait plus. Tu m'as repoussé, Nathalie. Tu étais froide. Tu étais distante. Tu étais, en pratique, stérile. Le mot est resté suspendu dans l'air. Stérile. Il savait à quel point ça faisait mal. Il connaissait les injections de FIV, les hormones, la dévastation de chaque résultat négatif. Il a utilisé ma douleur comme une arme pour justifier sa trahison. J'essayais de te donner un enfant, ai-je murmuré, la voix se brisant légèrement malgré mes efforts. J'ai soumis mon corps à un enfer. Oui, bon, ça n'a pas marché, dit-il cruellement. Et avec Chloé, c'était naturel. Facile. Peut-être que c'est un signe, Nathalie. Peut-être qu'on n'était pas fait pour avoir des enfants. Peut-être que la nature savait que tu ne serais pas une bonne mère. Une gifle aurait fait moins mal. Mais je ne l'ai pas frappé. Je l'ai juste regardé, en gravant ce moment dans ma mémoire. C'était la clôture dont j'avais besoin. Il n'y avait plus d'amour ici. Il n'y avait que de la pourriture à extirper. Prends tes affaires, ai-je dit. Ma voix est devenue glaciale. Tes effets personnels, tes vêtements, tes affaires de toilette. Tu ne prends pas l'électronique. Tu ne prends pas les meubles. Et tu ne prends certainement pas la voiture. Hors de question, souffla-t-il. Ce sont des biens communs. J'ai parlé à un ami avocat. La moitié de tout est à moi, y compris cette maison. Et tes économies retraite. Enfin, les tiennes, puisqu'on est mariés. Il sourit avec suffisance. Donc tu peux le faire gentiment. Mets la maison à mon nom dans l'accord et je ne toucherai pas à ton épargne retraite. Ou on va au tribunal et je prendrai aussi la moitié de tes précieuses actions de l'entreprise. À toi de choisir. Il croyait m'avoir en échec et mat. Il croyait connaître la loi. Fais ton sac, Stéphane, ai-je répété. Tu as 1 heure avant que je change les serrures. Tu ne peux pas changer les serrures. C'est le domicile familial. En fait, ai-je dit en regardant ma montre, si, je peux. Mais vas-y. Appelle la police. Je serai ravi de leur expliquer pourquoi mon mari essaie de faire emménager sa maîtresse enceinte qui est ma sœur dans ma maison.
Il m'a fixé, comprenant que je ne céderais pas. Il a attrapé les cartons et a monté les escaliers en courant. J'ai entendu des tiroirs claquer, des objets jetés. Je suis allé à la cuisine et je me suis servi un verre d'eau. Mes mains étaient stables. Il venait d'avouer sa stratégie. Du chantage. Il voulait échanger mon épargne retraite contre la maison. Il voulait me plumer pour construire un nid à Chloé. Il ne savait rien de la SARL. Il ne savait pas que la maison n'était techniquement ni à mon nom ni au sien. Il ne savait pas que la voiture était en leasing au nom de l'entreprise. Il jouait aux dames. Moi, je jouais aux échecs en 4 dimensions. Un peu plus tard, je l'ai vu traîner 3 valises dans l'escalier. Il avait aussi pris la PlayStation. Je l'ai laissé l'emporter. C'était un petit prix à payer pour l'avoir dehors. Tu auras des nouvelles de mon avocat, crachata-t-il en sortant. Ne crois pas que tu as gagné. Maman et papa sont de mon côté. Tout le monde est de mon côté. Tu finiras seul. Une vieille aigre avec rien d'autre que des chats et tes tableaux Excel. Au revoir, Stéphane, ai-je dit. Il a claqué la porte si fort que les vitres ont tremblé. Je suis allé verrouiller. Puis j'ai mis la chaîne. J'étais seul dans la grande maison silencieuse, mais pour la première fois depuis des années, elle ne semblait pas vide. Elle semblait propre. Pourtant, la paix a duré peu de temps. Stéphane ne s'est pas contenté de partir. Il est allé directement au centre de commandement, chez mes parents, et il a activé le réseau de soutien. Les psychologues appellent ça des singes volants, des personnes manipulées par un abuseur pour tourmenter sa victime. Ma famille était une véritable armée de l'air. Ça a commencé par une notification sur mon téléphone peu après le départ de Stéphane, puis une autre, puis un torrent. Colette, Nathalie, j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis tellement déçu de toi. Mettre à la porte le père d'une femme enceinte. Maxime, cousine, donne la maison à Stéphane. Tu es riche, ne sois pas une salope. Même ma grand-mère, Marguerite, qui savait à peine envoyer un SMS, la famille doit céder. Quelle honte, Nathalie. Ils avaient construit le récit parfaitement. Dans leur version, j'étais la harpie riche et vengeresse qui punissait 2 malheureux amoureux. Personne ne mentionnait l'infidélité. Personne ne mentionnait la trahison d'une sœur. Tout tournait autour du bébé innocent et de mon égoïsme. Puis l'email est arrivé. L'objet disait simplement « une solution ». C'était de mon père, en copie à ma mère, à Stéphane et à Chloé. Je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai ouvert. Nathalie, nous sommes horrifiés par ton comportement d'aujourd'hui. Mettre Stéphane dehors alors qu'il essayait d'être civilisé était inutile. Nous devons régler cela en privé, sans avocat coûteux qui ne ferait qu'épuiser les ressources familiales. Voici une proposition que nous avons approuvée en famille. 1. Tu transféreras immédiatement la propriété de la maison de la rue des Frênes à Stéphane et Chloé. Cela assurera la stabilité de ton neveu ou de ta nièce. 2. Tu verseras une pension compensatoire à Stéphane pendant 5 ans, étant donné qu'il a sacrifié sa carrière pour soutenir la tienne. J'ai éclaté de rire à cette ligne. Sacrifier quoi? Son score à Call of Duty. 3. Tu verseras une somme unique de 50 000 € pour le préjudice moral causé à Chloé pendant cette transition. 4. Tu accepteras un divorce rapide, sans autre demande. En échange, Stéphane acceptera de ne pas réclamer 50% de tes actions actuelles dans l'entreprise. C'est une offre généreuse, Nathalie. Si tu refuses, nous soutiendrons Stéphane dans une bataille judiciaire totale. Nous témoignerons que tu as été émotionnellement abusive et négligente. Souviens-toi aussi que tu es la tante de cet enfant. Ne punis pas un bébé innocent par jalousie. Avec affection, papa. J'ai fixé l'écran, la vue brouillée par la rage. Il voulait que je paie Chloé pour préjudice moral. Il voulait que je verse une pension à l'homme qui me volait. Et la menace, il témoignerait contre moi. Mes propres parents étaient prêts à mentir sous serment pour me détruire, uniquement pour soutenir Chloé. C'était impressionnant, leur audace. Ils comptaient sur ma culpabilité, sur toute une vie passée à essayer de leur plaire. Ils pensaient que s'ils appuyaient assez fort, l'ancienne Nathalie, la sœur de l'ombre, finirait par se briser juste pour qu'ils arrêtent de crier. J'ai commencé à écrire une réponse furieuse. Vous êtes fou? Il m'a trompé. C'est ma sœur.
Mais mon doigt s'est arrêté au-dessus du bouton envoyer. Non. C'était exactement ce qu'il voulait. Une réaction émotionnelle. Il voulait que je m'implique, que je discute, que je supplie. Si je discute, je négocie, et on ne négocie pas avec des terroristes. J'ai supprimé le brouillon. À la place, j'ai imprimé l'email. J'ai imprimé les SMS. Je suis allé dans mon bureau et j'ai imprimé les relevés bancaires qui montraient les vols de Stéphane. J'ai imprimé les débits de la carte de crédit pour le voyage à Deauville. J'ai constitué un dossier papier. Je l'ai étiqueté « Guerre ». Mon téléphone a sonné. Ma mère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Ça a ressonné. Mon père, messagerie. Puis le fixe a sonné. Ils étaient implacables. J'ai débranché le téléphone fixe. J'ai mis mon portable en mode ne pas déranger, n'autorisant que les appels de mon cercle intime, qui était malheureusement une liste très courte. Une vague soudaine d'isolement m'a traversé. Je les avais tous perdus. Mon mari, ma sœur, mes parents, ma famille éloignée. Même les voisins pourraient se retourner contre moi une fois que les ragots se répandraient. J'étais la méchante de leur histoire. Et quoi que je dise, ça ne changerait rien, parce que la vérité les dérangeait. La vérité les obligerait à admettre que Chloé était une briseuse de foyer et que Stéphane était un raté. Il était plus simple de faire de moi le monstre. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la pluie. J'avais besoin d'un allié. J'avais besoin de quelqu'un qui connaissait la vraie histoire. Et alors, comme si mon désespoir l'avait invoqué, un taxi s'est arrêté devant mon entrée. Une femme est sortie en luttant avec une énorme valise à imprimer léopard et un parapluie détrempé. Karine. Mon ancienne colocataire de fac, ma demoiselle d'honneur, celle qui m'avait dit le jour de mon mariage, je lui donne 5 ans, mais je te couvre. Elle vivait à Nantes. Je ne l'avais même pas appelée, j'avais trop honte. Et pourtant elle était là, marchant vers mon perron comme un général arrivant au front. J'ai ouvert la porte, et avant que je puisse dire un mot, elle a lâché la valise. Elle a regardé mon visage couvert de larmes et elle a dit. J'ai vu la publication Instagram de Chloé sur le bébé miracle. Je suis là pour t'aider à enterrer le corps. Métaphoriquement ou littéralement, j'ai apporté une pelle. J'ai éclaté en sanglots, mais cette fois c'était des larmes de soulagement. Karine ne m'a pas prise avec douceur. Elle m'a serré avec férocité, comme si elle essayait de maintenir mes morceaux brisés ensemble par pure force. Elle m'a traîné dans le salon, a enlevé ses chaussures et a ouvert la bouteille de vin qu'elle gardait pour une occasion spéciale. C'est une occasion spéciale, a-t-elle déclaré en servant 2 verres énormes. C'est le jour où tu t'es enfin réveillé. On s'est assise par terre et je lui ai tout raconté. Le dîner. Le voyage. Le message. L'email de mon père. Quand je lui ai montré l'email, Karine n'a pas grimacé. Elle s'est mise en colère. Elle faisait les 100 pas dans mon salon, gesticulant sauvagement avec son verre. 50 000 € pour le préjudice moral de Chloé. A-t-elle hurlé. Elle a couché avec ton mari. Le seul préjudice qu'elle devrait ressentir, c'est la honte d'être une personne horrible. Et tes parents? Nathalie, ça fait 20 ans que je te dis qu'ils sont toxiques, mais ça, c'est une trahison de proportion biblique. Ils ont dit qu'ils témoigneraient contre moi, ai-je murmuré. Ils ont dit que je suis abusive. Qu'ils le fassent, a dit Karine en s'agenouillant devant moi et en me prenant par les épaules. Écoute-moi, Nathalie. Regarde-moi. Tu n'es pas la victime ici. Tu es la banque, et ils sont terrifiés. Terrifiés? Ai-je soufflé. Ils ont l'air plutôt sur 2. C'est du théâtre, a dit Karine. Réfléchis. Stéphane n'a pas de travail. Chloé n'a pas de travail. Tes parents sont à la retraite, ils vivent avec une pension fixe, plus les aumônes que tu leur donnes. Si tu coupes le robinet, ils meurent de faim. Ils t'attaquent parce qu'ils ont besoin que tu craques avant que tu réalises que tu as toutes les cartes. Elle avait raison. J'étais tellement concentré sur la blessure émotionnelle que je ne voyais pas la stratégie. Il veut la maison, ai-je dit. Il croit que ce sont des biens communs. Est-ce que ça l'est? A demandé Karine. Je sais que tu es méticuleuse avec les finances. Nathalie, dis-moi que tu n'as pas mis ce loser sur l'acte de propriété.
J'ai souri faiblement. J'ai acheté la maison avant le mariage. Elle est au nom d'une SARL. Nathalie Patrimoine SARL. Je l'ai fait pour me protéger sur le plan de la responsabilité civile liée à mon travail. Les yeux de Karine se sont écarquillés. Le contrat de mariage. Dis-moi que tu lui as fait signer. Je l'ai fait, ai-je dit. Mon patron de l'époque insistait. Stéphane l'a signé sans le lire parce qu'il voulait prouver qu'il s'en fichait de l'argent, mais je ne l'ai pas relu depuis des années. Je ne me souviens pas des détails. Alors on va le retrouver, a ordonné Karine. Ce soir, on retrouve chaque papier. On construit une forteresse, et demain on lance une attaque nucléaire. On a passé des heures à retourner mon bureau. On a retrouvé le contrat de mariage dans un coffre au fond d'un placard. On a retrouvé les déclarations d'impôts. On a retrouvé les relevés de cartes que j'avais déjà imprimés. Pendant qu'on travaillait, Karine me ramenait sans cesse au réel. « Il t'a dit que tu étais stérile ?» a-t-elle demandé en feuilletant des reçus. « Nathalie, tu ne m'as pas dit un jour que Stéphane avait refusé de faire les examens ?» Je me suis figé. Oui. Il disait que tout allait bien de son côté. Il a refusé d'aller chez l'urologue. Il disait que le problème, c'était évidemment moi. À cause de mon stress. Bien sûr, a soufflé Karine. Ou peut-être que le problème, c'est lui. Et Chloé est tombée enceinte du coach de la salle de sport, et il refile ça à Stéphane parce qu'il a une épouse riche. Je suis resté glacé. L'idée ne m'avait même pas traversé l'esprit. Chloé ne ferait pas ça. Stéphane ne serait pas si stupide. Stéphane est exactement aussi stupide, a dit Karine. Et Chloé est exactement aussi manipulatrice. Il faut ajouter un test de paternité à ta liste d'exigences. Au milieu de la nuit, on avait une montagne de preuves. Les frais de conseil, qui étaient en réalité des cadeaux pour Chloé. La chronologie de la liaison, basée sur la géolocalisation des paiements par carte. Le contrat de mariage, relu et relu, avec une clause dévastatrice sur l'infidélité. J'ai regardé la pile de papier. C'était laid. Une chronique de ma stupidité et de leur cupidité, mais c'était aussi des munitions. Tu sais ce que tu dois faire, pas vrai ? A dit Karine en versant le fond du vin. Tu ne peux pas juste divorcer de lui. Tu dois les anéantir. Si tu leur donnes 1 centimètre, ils prendront tout. Tu dois devenir une roche grise. Sans émotion. Juste la loi. Je sais, ai-je dit. La douleur avait totalement disparu, remplacée par une détermination froide. Il me faut un requin. Non, un avocat en droit de la famille. Un requin. Brigitte Lambert, a dit Karine. Elle a géré le divorce de ma cousine. Elle déjeune avec des maris infidèles. Je te décroche un rendez-vous pour demain matin. J'ai regardé mon téléphone. Un autre message de mon père. Nous attendons ta réponse, Nathalie. Ne nous oblige pas à venir là-bas. Cette fois, j'ai répondu. Je répondrai par l'intermédiaire de mon avocate. Ne me contactez plus, sinon je demanderai une ordonnance d'éloignement. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro. Bien, a dit Karine. Maintenant, dors. Demain, on part à la guerre. Je me suis allongé sur le canapé, incapable de retourner dans le lit que Stéphane avait profané. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. J'ai visualisé le plan. Il voulait une méchante ? Très bien. Je serais une méchante. Je serais le pire cauchemar qu'il puisse imaginer. Une femme qui connaissait sa valeur et qui avait les reçus pour le prouver. Le cabinet de Brigitte Lambert était de verre et d'acier, au 40e étage d'une tour de bureau dans le quartier de la Défense. Ça respirait l'argent, exactement ce dont j'avais besoin. Brigitte elle-même était une femme d'une 50aine d'années, avec un carré net et des yeux qui semblaient capables de percer la porte d'un coffre-fort au laser. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, en prenant des notes sur son ordinateur. Karine s'est assise à côté de moi, hochant la tête pour me soutenir. Quand j'ai terminé, Brigitte a pris une gorgée d'eau et a regardé la pile de documents que j'avais apportés. Bien, a-t-elle dit. Sa voix était calme et autoritaire. Voyons les dégâts. Elle a d'abord pris le contrat de mariage, l'a feuilleté.
Ses sourcils se sont légèrement arqués. Qui a rédigé ça? Mon ancien avocat d'entreprise, ai-je dit. C'est valable. C'est blindé, a répondu Brigitte. Un léger sourire est apparu sur ses lèvres. Article 4. Alinéa B. En cas d'infidélité prouvée, la partie fautive perd tout droit à toute augmentation du patrimoine conjugal et renonce à toute pension compensatoire. Et regardez cette définition de l'infidélité. Elle inclut l'infidélité émotionnelle et l'abus financier. Elle m'a regardé. Stéphane n'a pas lu ça, n'est-ce pas? Non. Il disait que le langage juridique lui donnait mal à la tête, ai-je avoué. Tant mieux pour nous, a dit Brigitte. Maintenant, parlons de la maison. Vous dites qu'elle est au nom d'une SARL. Nathalie Patrimoine SARL. J'ai confirmé. Je l'ai achetée avant le mariage. Et vous avez ajouté son nom à la société à un moment? Non. Vous avez utilisé des fonds communs pour payer le crédit immobilier? Parfois, ai-je hésité. Depuis le compte commun. Brigitte a froncé les sourcils. Ça crée un problème de confusion des patrimoines. Il pourrait prétendre avoir contribué au capital, mais... Je l'ai interrompu en sortant un tableau que Karine et moi avions fait la veille. Je peux prouver que chaque centime de ce compte commun venait de mon salaire. Stéphane n'a pas versé 1 euro depuis 5 ans. Et ses relevés montrent qu'il a retiré de l'argent commun pour un usage personnel, du jeu, des cadeaux pour Chloé, des voyages. Brigitte a pris le tableau. Ses yeux ont parcouru les colonnes. Il a dépensé 20 000 euros en poker en ligne l'an dernier. Apparemment, ai-je dit. Une pointe de honte m'a traversé. Je n'avais pas regardé les détails. Je payais juste la facture totale. C'est une malversation, a déclaré Brigitte. Il a pris des fonds confiés au couple et les a détournés pour des fins illicites. On peut soutenir que tout capital qu'il réclamerait est annulé par ces vols. Elle s'est adossée à son fauteuil. Nathalie, voilà la situation. Juridiquement, vous êtes en position très forte. Mais dans la pratique, ces dossiers sont compliqués. Les juges détestent les conflits familiaux. Si on va au procès, ça prendra 2 ans. Vos parents témoigneront. Ce sera sale. Je m'en fiche, ai-je dit. Je veux qu'il n'ait plus rien. Je comprends, a dit Brigitte. Mais il y a une façon plus intelligente. On va jouer sur sa cupidité. Elle a exposé le plan. On appellera ça le piège au miel. Il croit que vous êtes émotionnel et faible. Il croit que vous êtes désespéré de préserver la paix. Alors on va jouer leur jeu. On va rédiger une convention de divorce. On fera comme si vous leur donniez exactement ce qu'ils veulent. Un divorce rapide pour qu'ils puissent se marier et être une vraie famille. Mais dans les petites lignes, on fixera le partage selon les termes stricts du contrat de mariage et selon la propriété de la SARL. Ils ne signeront jamais ça, a dit Karine. Ils signeront s'ils ne lisent pas, a répliqué Brigitte. Ou s'ils croient obtenir mieux. On structurera l'accord pour que Stéphane renonce à tout droit sur la valeur potentielle de vos actions dans l'entreprise qu'il imagine énorme en échange de quoi vous ne le poursuivez pas pour les dettes de jeu et la fraude. Et moi, je garde la maison. Ai-je demandé? Absolument, a dit Brigitte. La maison appartient à la SARL. L'accord stipulera que Stéphane libère les lieux après que le jugement de divorce soit définitif, mais on le rédigera de façon à ce que ça ressemble à une transition temporaire. On les laissera croire qu'ils gagnent jusqu'à ce que l'encre soit sèche. C'est risqué, ai-je dit. Ça repose sur son arrogance. Oui, a dit Brigitte. Mais d'après ce que vous me racontez, Stéphane et votre sœur ne sont pas des gens minutieux. Ce sont des opportunistes. Ils verront divorce rapide et renonciation à des actions en justice, et ils signeront. J'ai revu le visage de Stéphane en quittant la maison. Une vieille aigre avec tes tableaux Excel. Il me sous-estimait. Il l'avait toujours fait. Faisons-le, ai-je dit. Une chose de plus, a ajouté Brigitte. Il faut sécuriser vos actifs immédiatement. Annulez toutes les cartes de crédit. Gelez les comptes communs. Transférez votre compte de salaire aujourd'hui. Tout de suite. Il va s'en rendre compte, ai-je dit. Il va devenir fou. Qu'il le devienne, a répondu Brigitte froidement.
Il dépensait votre argent pour sortir avec votre sœur. La fête est finie. En sortant du cabinet de Brigitte, je me suis senti plus légère que depuis des années. J'avais un plan. J'avais une équipe. Je suis allé directement à la banque, je me suis assise avec le directeur et j'ai démantelé, méthodiquement, la vie financière que Stéphane et moi avions construite. J'ai fermé les cartes de crédit. Je les retirées comme utilisateur autorisé. J'ai transféré la majeure partie de l'épargne sur un nouveau compte à mon seul nom. En sortant de la banque, mon téléphone a vibré. Une alerte de l'application de carte. Transaction refusée. Paul. 8,50. Il achetait un café pour deux, probablement un latte pour lui et un décaféiné pour Chloé. Et pour la première fois, la carte ne fonctionnait pas. J'ai souri. C'était une petite victoire mesquine, mais elle avait un goût délicieux. Désolé, Stéphane, ai-je murmuré en regardant l'écran. On dirait qu'aujourd'hui tu paies en espèces. Mais la vraie épreuve arrivait. Je devais les affronter. Je devais les regarder dans les yeux et faire semblant d'être brisé. Tout en tenant le couteau qui couperait le cordon. J'ai écrit à mon père. Je suis prêt à parler. Rencontrons-nous. Le piège était en place. Maintenant, je devais juste m'assurer de ne pas vomir en les voyant. Le café que j'avais choisi pour la rencontre était un territoire neutre, à mi-chemin entre la maison de mes parents et mon bureau. Une chaîne stérile, des néons, une musique de jazz trop forte. Je suis arrivé en avance. Pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que je devais entrer dans le personnage. J'ai vérifié mon reflet dans une vitre sombre. J'ai mis mon vieux gilet, celui avec des bouloches sur la manche, et j'ai zappé l'anti-cerne. J'ai laissé retomber mes épaules. Je devais ressembler à une épouse vaincue, une femme qui avait tout perdu et qui cherchait désespérément à sauver un fragment de dignité. Brigitte s'est assise à côté de moi, sévère et professionnelle, mais elle avait adouci son regard habituel de requin. « Rappelle-toi » a-t-elle murmuré en faisant glisser un épais dossier sur la table. « Aujourd'hui, tu n'es pas la directrice financière. Tu es la sœur effondrée. Laisse-les croire qu'ils te rendent service en signant ça. » J'ai hoché la tête, l'estomac noué. Ce n'était plus de la peur. C'était de l'anticipation. La sensation de voir une montagne russe grimper lentement vers le sommet. Stéphane et mon père sont arrivés ensemble. Stéphane avait l'air fatigué, mais satisfait. Il portait une veste que je lui avais achetée à Noël. Mon père avançait avec cette raideur de personne juste qu'il adoptait quand il se croyait l'autorité morale de la pièce. Ils se sont assis sans serrer la main. Stéphane ne me regardait pas dans les yeux. « Nathalie » a commencé mon père, sa voix légèrement tonnante. « Je suis content que tu sois revenue à la raison. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. »« Je sais, papa » ai-je dit en laissant ma voix trembler un peu. Je regardais mes mains, jouant avec mon alliance pour les faits. J'ai beaucoup réfléchi à ce que maman a dit sur le fait d'être la grande sœur. Stéphane a levé les yeux, intéressé. « Donc tu acceptes les conditions. » Brigitte est intervenue doucement. Nathalie estime qu'une bataille judiciaire longue serait nuisible pour tout le monde. Elle est prête à accorder un divorce immédiat. Elle est également prête à renoncer à son droit de vous poursuivre, Stéphane, pour les irrégularités comptables que nous avons découvertes. Stéphane a tressailli. Irrégularité, je te l'ai dit. C'était des frais de conseil. Peu importe, a continué Brigitte d'un geste de la main. Nathalie est prête à laisser tomber pour pouvoir avancer. J'ai regardé Stéphane en invoquant toute la tristesse dont j'étais capable. Je ne veux pas me battre avec toi, Stéphane. Je t'ai aimé. Si Chloé est celle que tu veux, si elle peut te donner la famille que je n'ai pas pu, j'ai marqué une pause en essuyant une fausse larme. Alors je ne me mettrai pas sur ton chemin. Mon père a expiré, ses épaules se sont relâchées. Bonne fille, Nathalie. Je savais que tu avais du cœur. Cependant, a dit Brigitte en faisant glisser le document vers eux, pour que ce soit légalement contraignant et rapide, pour que vous puissiez vous marier avec Chloé avant la naissance du bébé, nous devons signer aujourd'hui une convention de divorce. Elle prononce un divorce par consentement mutuel. Elle établit que chaque partie conserve les biens à son nom exclusif et renonce à toute réclamation sur les revenus futurs de l'autre.
Stéphane a froncé les sourcils en regardant l'épaisse pile de pages. Et la maison. La lettre disait que je gardais la maison. L'accord établit que vous conserverez un droit d'occupation à l'adresse de la rue des Frênes, a dit Brigitte avec prudence, en employant un vocabulaire très précis, et que Nathalie libérera les lieux. Il inclut aussi une clause par laquelle Nathalie s'engage à ne pas réclamer les 5 000 € de fonds communs que vous avez dépensés dans des relations extra-conjugales. Les yeux de Stéphane se sont ouverts en entendant le chiffre. Il a regardé mon père. Il savait que si ce montant arrivait devant un juge, il passerait pour un voleur. Et la pension compensatoire ? A demandé Stéphane, cupide jusqu'au bout. Je ne peux pas payer une pension, Stéphane, ai-je chuchoté. Mais je renonce à la maison. Je te donne un foyer pour ton enfant. Ce n'est pas suffisant. Mon père a donné un coup de coude à Stéphane. Accepte, mon garçon. Une maison en périphérie de Paris vaut une fortune. Elle te donne le capital, ne la pousse pas. Stéphane a regardé le document, a tourné les pages rapidement. J'ai retenu mon souffle. S'il lisait la section sur les droits de propriété de tiers ou d'entités comme une SARL, tout s'écroulait. Mais il survolait. Il cherchait des symboles d'euros et le mot maison. Il s'est arrêté sur la page de signature. Il a pris le stylo. Ça veut dire que c'est fini ? A-t-il demandé sans détour, en me regardant. Tu ne réclameras pas mes idées de business. Je ne toucherai pas à tes idées de business, Stéphane, ai-je dit. C'était une promesse facile, puisqu'il n'en avait aucune. Et tu nous laisseras tranquilles ? Je veux juste disparaître, ai-je ajouté, à voix basse. Il a souri avec suffisance. La victoire brillait dans ses yeux. Il croyait m'avoir brisé. Il croyait avoir gagné la maison, la femme, la liberté, et tout en me présentant la facture. À cet instant précis, en voyant sa main suspendue au-dessus du papier, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J'étais sur le point de faire exploser toute ma vie pour en construire une nouvelle. Mon cœur battait contre mes côtes. Pas de peine. De l'adrénaline pure. Si vous écoutez encore cette histoire, aidez-moi en mettant un j'aime et en commentant le chiffre 1. Ça me dira que vous êtes incroyable et que vous êtes avec moi dans ce voyage. Votre soutien compte beaucoup. Écrivez un pour que je vous voie. Maintenant, voyons ce qui se passe quand l'encre touche le papier. Stéphane a signé. Le bruit du stylo qui grattait le papier a résonné fort dans le café silencieux. Ra, ra. Le son d'un homme signant sa propre condamnation. Mon père a signé comme témoin, rayonnant, comme s'il paraphait un traité de paix mettant fin à une guerre qu'il avait lui-même déclenchée. Voilà, a dit papa en rebouchant le stylo et en faisant glisser les documents vers Brigitte. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas ? Maintenant, on peut tous avancer. Oui, ai-je dit en me levant. Mes jambes semblaient en gélatine, mais je les ai forcées à me porter. Je viendrai récupérer le reste de mes affaires ce week-end. Tu peux récupérer les clés lundi. Lundi, ça me va, a dit Stéphane en sortant déjà son téléphone. Probablement pour annoncer la bonne nouvelle à Chloé. Assure-toi de laisser le lave-linge et le sèche-linge. Chloé va devoir laver beaucoup de vêtements de bébé. J'ai hoché la tête en me mordant l'intérieur de la joue si fort que j'ai senti le goût du sang. Bien sûr. Le lave-linge et le sèche-linge restent. Je suis sorti du café avec Brigitte, en gardant mon dos voûté jusqu'à ce qu'on tourne au coin de la rue et qu'on soit hors de vue. À l'instant où nous avons été à l'abri des regards, j'ai redressé les épaules et j'ai inspiré l'air humide de la ville. On l'a ? Ai-je demandé à Brigitte, la voix ferme. Brigitte a levé la chemise. Un sourire mauvais a étiré ses lèvres. On l'a. Il a renoncé à toute procédure future. Il a renoncé à la pension. Et surtout, il a signé une reconnaissance selon laquelle tous les actifs détenus par des entités juridiques tierces sont exclus du patrimoine conjugal. Il croit que la maison est un bien commun, ai-je dit, une bulle de rire hystérique remontant dans ma gorge. Il croyait, a corrigé Brigitte. Juridiquement, il vient d'accepter que Nathalie Patrimoine SARL est une entité tierce et qu'il n'a aucun droit dessus. Il vient de se mettre dehors tout seul. Le week-end a été un flou de jeu d'acteurs surréaliste. Je suis retourné à la maison, ma maison, et j'ai fait mes cartons, mais je n'ai pas tout emballé. J'ai pris mes vêtements, mes bijoux,
mes papiers personnels, et les objets qui n'avaient de valeur que sentimentale. Mes parents sont venus le dimanche pour superviser, pour s'assurer que je ne volais rien qui appartiendrait au bébé. Chloé était là, assise sur mon canapé à manger mes biscuits apéritifs, en disant à Stéphane où accrocher un nouveau tableau hideux qu'elle avait acheté. Nathalie, a appelé Chloé pendant que je fermais un carton de livres. Laisse l'aspirateur Dyson. Le bon. J'ai mal au dos. Je ne peux pas porter les lourds. Je l'ai regardée. Elle brillait du triomphe de l'enfant d'or qui avait enfin gagné le gros lot. Elle avait obtenu mon mari, ma maison, mon avenir du moins c'est ce qu'elle croyait. Bien sûr, Chloé, ai-je dit. Et la machine à café, a-t-elle ajouté. Stéphane dit que tu fais un café excellent. Je dois apprendre. Laisse-la. Ma mère est entrée dans la pièce en secouant la tête. Tu vois, Nathalie? Comme c'est agréable de donner, hein? Tu as tellement. C'est juste de partager avec les moins chanceux. Clarifie les choses, ai-je dit. Ne fais pas cette tête amère, m'a réprimandé maman. Maintenant tu es une femme libre, tu peux te concentrer sur ta carrière. C'est ce que tu as toujours voulu, non? Sans mari à qui cuisiner, sans enfant dont s'occuper juste toi et ton argent. Le mépris dans sa voix quand elle a dit argent était palpable. Et pourtant j'étais debout dans la maison que mon argent avait achetée, avec un pull que mon argent avait payé. Oui, maman, ai-je dit en soulevant le dernier carton. Juste moi et mon argent. Je suis allé vers la porte. Stéphane était là, tenant les clés qu'il était censé me remettre. Sans rancune, Nathalie, a-t-il dit, en me tendant une main que j'ai refusé de serrer. Idéalement, on peut rester amis pour le bien de la famille. Amis, ai-je répété, le regard planté dans le sien. Au revoir, Stéphane. Profite de la maison. Vraiment. Imprègne-toi en. Je lui ai tendu un trousseau. C'étaient les anciennes clés. J'avais déjà appelé un serrurier pour le lundi matin, 1 heure après la remise de l'ordonnance d'expulsion, mais il n'avait pas besoin de le savoir tout de suite. Je suis allé vers ma voiture, une voiture de location, parce que j'avais caché mon véhicule de société dans un garage que Brigitte m'avait recommandé. Je suis parti en les regardant dans le rétroviseur. Mes parents qui faisaient signe. Stéphane et Chloé qui s'embrassaient sur le seuil. L'image parfaite d'une famille heureuse. J'ai roulé 2 rues, je me suis arrêté et j'ai vomi dans des buissons. La comédie était finie. La nausée d'avoir fait semblant d'être faible, d'avoir fait semblant d'accepter leur abus, m'a rattrapé. Je me suis essuyé la bouche, j'ai bu une gorgée d'eau, et je me suis regardé dans le miroir. Tu l'as fait, ai-je murmuré. Maintenant, brûle tout jusqu'aux fondations. Les 30 jours suivants ont été un exercice de patience. En France, il y a un délai pour qu'un divorce soit définitivement prononcé, même s'il est par consentement mutuel. Mais comme nous avions déposé la convention immédiatement, le temps courait jusqu'au jugement définitif. Pendant ce temps, j'ai vécu dans un appartement d'entreprise. Je suis allé travailler. J'ai souri en réunion. J'ai ignoré les publications que Chloé postait sur les réseaux sociaux. Tellement heureuse de faire notre nid avec mon âme sœur dans la maison de nos rêves, disait la légende sous une photo de ses pieds sur ma table basse. La chambre du bébé en cours, avec une photo de Stéphane en train de peindre mon ancienne chambre d'amis dans un bleu criard. Chaque photo était une preuve que je gardais au cas où. Mes larmes réelles, c'étaient les papiers que Brigitte avait déposés. Laissez-moi vous expliquer exactement comment le piège a fonctionné, parce que si vous êtes une femme avec du patrimoine, vous devez savoir ça. Il y a 10 ans, mon mentor m'avait dit, Nathalie, ne possède jamais rien en ton nom si tu peux l'éviter. Mets-le dans une SARL. Ça te protège des procès et de la vie. Donc Nathalie Patrimoine SARL était propriétaire de la maison de la rue des Fresnes, propriétaire de la voiture, propriétaire de mes comptes d'investissement. Quand je me suis marié avec Stéphane, il a signé le contrat de mariage. C'était flou, alors il ne l'a pas lu. Il disait que tout actif détenu par une entité juridique distincte avant le mariage restait un bien propre, peu importe qui y vivait. Mais le génie absolu de la manœuvre de Brigitte a été de combiner la clause d'infidélité avec la convention de divorce que Stéphane venait de signer. L'accord disait, Stéphane Morel s'engage à libérer le domicile conjugal une fois que le jugement de divorce sera définitif,
sauf si un contrat de location séparé est signé avec le propriétaire du bien immobilier. Stéphane a cru qu'il était le nouveau propriétaire à cause de l'accord verbal et de mon cadeau de la maison. Il a pensé que le propriétaire, c'était nous, ou lui. Il n'a pas compris que le propriétaire était une société, et qu'une société n'a pas de sentiments. Une société n'a pas de sœur. Une société n'a que des contrats. Et comme Stéphane n'avait pas de contrat de location avec Nathalie Patrimoine SARL, au moment où le juge a apposé le tampon définitif sur notre divorce, Stéphane est devenu un occupant sans droit ni titre. C'est cruel, a dit Karine un soir en buvant du vin dans mon appartement temporaire. C'est la chose la plus belle et la plus cruelle que j'ai jamais vue. C'était nécessaire, ai-je dit en regardant les lumières de la ville. Si je les avais traînés au tribunal, un juge aurait pu lui donner la maison juste pour que le bébé ait un toit. Les juges sont mous avec les enfants. Mais comme ça, il y a renoncé. Il a accepté de partir. Il ne savait juste pas quand. Et l'argent ? A demandé Karine. Les comptes communs sont fermés, ai-je dit. Les cartes de crédit annulées. Mais j'ai laissé un compte ouvert, celui qui est lié aux prélèvements automatiques des charges de la maison. Pourquoi ? Parce que je veux que les lumières restent allumées jusqu'au jour du mariage, ai-je souri. Je veux qu'il soit bien. Je veux qu'il se sente en sécurité. Tu fais peur, a ri Karine. Je suis juste directrice financière. J'ai haussé les épaules. Je gère le risque. Le 29, le juge a signé la décision. J'étais officiellement divorcé. Officiellement célibataire. Légalement. Stéphane était officiellement un occupant sans droit. Brigitte m'a appelé. Les papiers sont signés. L'ordonnance d'expulsion est prête. Le serrurier est en attente. Les déménageurs sont engagés pour mettre tes meubles dans un garde-meuble. Attends, ai-je dit. N'envoie pas les déménageurs tout de suite. Laisse-les célébrer leur mariage d'abord. Tu veux qu'ils fassent la réception chez toi ? A demandé Brigitte, perplexe. Non, ai-je dit. La réception est dans une salle des fêtes parce qu'ils sont radins, mais ils rentreront chez eux la nuit de noces. C'est là qu'on frappera. C'est froid, Nathalie. Ils m'ont volé mon mari et ils ont essayé de me voler l'avenir. Le froid, c'est la seule température qui me reste. J'ai raccroché. J'ai regardé le calendrier. Samedi. Le mariage était samedi. J'ai envoyé un cadeau. Ce n'était pas un grille-pain. C'était un commissaire de justice. Évidemment, je n'ai pas assisté au mariage. Mais à l'ère des réseaux sociaux, tu n'as pas besoin d'y être pour assister à un désastre. Tu as juste besoin d'un faux compte. Le mariage de Stéphane et Chloé était un monument à leur délire. Mon cousin Julien, qui était secrètement de mon côté mais craignait la colère de ma mère, m'envoyait des nouvelles en direct. Chloé est en blanc, très blanc, avec une tiare. On dirait une figurine de gâteau qui fond. Stéphane est ivre, il raconte à tout le monde que ses investissements explosent. Ta mère pleure pendant le discours sur le fait que le vrai amour trouve toujours son chemin. Je crois que je vais vomir. Je me suis assise dans mon appartement à regarder les photos. Il y avait mon ex-mari et ma sœur coupant un gâteau que je savais que mon père avait payé. Ils avaient l'air triomphants. Comme s'ils s'en étaient sortis. La légende de Chloé sous sa publication, enfin Madame Morel, si heureuse de commencer notre vie dans notre maison pour toujours. Âme sœur, sans regret. Ce hashtag sans regret a été la goutte de trop. Elle n'était pas seulement heureuse. Elle jubilait. Elle voulait que je le voie. Elle voulait que je sache qu'elle avait gagné. J'ai regardé l'heure. Il était 9 heures du soir. La réception se terminait. Ils allaient bientôt retourner rue des Frênes. J'ai appelé la société de sécurité privée que Brigitte avait engagée. Lancez la phase 2, ai-je dit. Bien reçu, Madame Morel. Nous sommes en position. Le serrurier avait fini. Les notifications étaient affichées. Une décharge d'adrénaline m'a traversé, si forte que mes mains tremblaient. C'était le moment. Pendant qu'ils dansaient leur première danse, une équipe changeait toutes les serrures de ma maison. Pendant qu'ils lançaient le bouquet, un commissaire de justice collait une ordonnance d'expulsion orange vif sur la porte d'entrée, la porte arrière et le garage.
Et pendant qu'ils montaient dans leur voiture de mariée à la berline de mon père, puisque j'avais récupéré ma voiture de société, mon équipe de sécurité se garait de l'autre côté de la rue, prête à faire appliquer la loi. Je les ai imaginés sur la route. Ils riaient sûrement. Stéphane devait desserrer sa cravate, pensant à la façon dont il porterait sa mariée enceinte sur le seuil de la maison dont il m'avait chassé. Il devait se croire brillant, persuadé d'avoir battu le système. Il ne savait pas que le système avait été truqué contre lui depuis le début. Je me suis servi un verre d'eau gazeuse. Je n'avais pas besoin d'alcool pour ça. Je voulais sentir chaque seconde. Joyeux mariage, Chloé. J'ai trinqué dans la pièce vide. Bienvenue dans la réalité. Mon téléphone a vibré. C'était Julien encore. Ils viennent de partir. Ils vont vers ta maison. Bonne chance, Nathalie. Fais-leur payer. J'ai pris mon manteau. Je n'allais pas rester dans l'appartement. Je devais voir ça. J'ai conduit jusqu'à mon ancien quartier et je me suis garé 3 maisons plus loin, caché dans l'ombre d'un grand chêne. J'ai observé la rue. Elle était calme. La pluie s'était arrêtée, laissant l'asphalte noir et glissant. La maison, ma maison, était plongée dans le noir. J'avais coupé l'électricité à distance via l'application de domotique 5 minutes plus tôt. Des phares ont balayé la rue. Une voiture est entrée dans l'allée. C'était eux. Le spectacle allait commencer. La scène s'est déroulée avec une précision de film. La portière côté conducteur s'est ouverte et Stéphane est sorti en titubant, encore en smoking, un peu instable. Il a contourné la voiture pour ouvrir à Chloé. Elle est apparue, traînant sa robe blanche sur l'allée mouillée, une main posée théâtralement sur son ventre. Ils ont avancé vers le porche. J'ai baissé ma vitre d'1 centimètre. Juste assez pour entendre. Pourquoi les lumières sont éteintes? C'est plainte Chloé, sa voix aiguë dans le silence de la nuit. Je t'avais dit de laisser la lumière du porche. Je l'ai laissé, a marmonné Stéphane. L'ampoule a dû griller. Détends-toi, chérie. On est chez nous. Il a cherché dans sa poche les clés que je lui avais données, les vieilles clés. Il a mis la clé dans la serrure, a tourné. Rien. Il a remué, a retiré, a essuyé sur son pantalon, a essayé encore. Il a appuyé son épaule contre la porte. Elle n'a pas bougé. Qu'est-ce que tu fais? A craché Chloé. Ouvre. J'ai besoin d'aller aux toilettes. C'est coincé, a grogné Stéphane. Ça doit être l'humidité. Il a essayé de nouveau en forçant plus. Merde. A hurlé Stéphane en donnant un coup de pied dans la porte. C'est là que les détecteurs de mouvement que j'avais activés à distance se sont allumés d'un coup, les baignant dans une lumière blanche, aveuglante. Et c'est là qu'ils l'ont vu. Le papier orange vif collé à hauteur des yeux, une ordonnance d'expulsion et un avertissement pour violation de domicile. Stéphane l'a arraché de la porte, plissant les yeux pour lire. C'est quoi, ça? A demandé Chloé en regardant par-dessus son épaule. Ça dit qu'on est en train de pénétrer par effraction, a bégayé Stéphane. Nathalie Patrimoine SARL. Nathalie. Il a rugi mon prénom. Nathalie. Il s'est tourné vers l'obscurité, cherchant la bagarre. Je sais que c'est toi. C'est ma maison. Tu ne peux pas me mettre dehors. Il a ramassé une pierre décorative du jardin et s'est dirigé vers la fenêtre du salon. Ne le fais pas, Stéphane, me suis-je soufflé à moi-même. Avant qu'il ne puisse la lancer, la voiture banalisée garée de l'autre côté de la rue s'est mise à clignoter, rouge et bleu. 2 agents de sécurité privés, en uniforme, habilités à interpeller, sont sortis du véhicule. Lâchez la pierre, monsieur, a ordonné l'un d'eux, la main posée sur l'étui de son arme. Stéphane s'est figé. Agent, Dieu merci mon ex-femme nous a laissés dehors. C'est ma maison. J'ai ma femme enceinte ici. Vous devez nous laisser entrer. L'agent a remonté l'allée, calme et imposant. Monsieur, éloignez-vous de la porte. Je peux voir votre pièce d'identité? Stéphane a fouillé sa poche et sorti son portefeuille. J'habite ici, rue des Frênes, numéro 42. Vérifiez vos registres. L'agent a regardé la carte, puis la tablette qu'il tenait.
J'ai ici un extrait qui indique que le propriétaire est Nathalie Patrimoine SARL. Et j'ai une décision de justice signée d'hier qui établit que le citoyen Stéphane Morel a accepté de libérer les lieux immédiatement après le divorce. C'était un détail technique, a hurlé Stéphane en projetant de la salive. On avait un accord verbal. Elle me l'a donné. Un accord verbal n'annule pas une décision de justice, monsieur, a répondu l'agent. Et comme vous n'êtes plus résident et que vous venez d'essayer de briser une fenêtre, vous êtes en train de commettre une violation de domicile. Vous devez partir. Partir? A hurlé Chloé. On vit où, alors? Toutes nos affaires sont dedans. Le berceau de mon bébé est dedans. L'agent a consulté sa tablette. Vos effets personnels ont été emballés et transférés dans un garde-meuble. Voici l'adresse et la clé de l'unité. Il a tendu à Stéphane une petite clé en laiton. Tu as emballé mes affaires, Chloé avait l'air horrifiée. Tu as touché ma lingerie. C'est illégal. Je vais appeler papa. Vous pouvez appeler qui vous voulez, a dit l'agent. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Si vous ne montez pas dans votre voiture et ne partez pas dans les 3 minutes, je vous interpellerai pour violation de domicile et tentative de dégradation. Stéphane a regardé la maison, puis la fiche orange, puis la clé inutile dans sa main. La réalité finissait par percer l'alcool et l'arrogance. Il ne possédait rien. Il n'était qu'un invité resté trop longtemps. Nathalie. A-t-il rugi à nouveau dans la nuit, fixant directement le chêne derrière lequel je me cachais, même s'il ne pouvait pas me voir. Toi, tu as planifié ça. Tu nous as laissé organiser un mariage en sachant que tu allais faire ça. J'ai souri. Oui. Oui, je l'ai fait, monsieur. Dernier avertissement, a dit l'agent en se rapprochant de la voiture. Alors Chloé s'est mise à sangloter. C'était un pleur fort, laid. Ma nuit de noces, tu as ruiné ma nuit de noces. Stéphane l'a poussée vers la voiture. Tais-toi, Chloé. Monte, c'est tout. Ne me pousse pas. A-t-elle hurlé en retour. C'est ta faute. Tu as dit que tout était sous contrôle. Tu as dit que c'était une idiote. Elle m'a piégé. Il se criait dessus en retournant vers la berline de mon père. Stéphane a claqué la portière, a reculé brusquement et est parti en trombe, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Les agents les ont regardés s'éloigner, puis ont éteint leurs gyrophares et sont revenus à leur poste. Le silence est retombé rue des Frênes. Je me suis affaissé sur mon siège. Mon cœur battait très fort, mais mon âme chantait. Ils n'avaient pas de toit pour leur nuit de noces. Et pourtant, ce n'était pas fini. La maison n'était que l'abri. Maintenant, je devais leur retirer la nourriture. La phase suivante de mon plan reposait sur un fait simple, Stéphane et Chloé étaient des créatures d'habitude et de privilèges. Je savais exactement où ils iraient. Il n'y avait qu'un seul hôtel de luxe dans la ville qu'ils jugeraient digne d'eux, le Ritz. J'ai conduit jusque-là en gardant une distance prudente. Et en effet, la voiture de mon père était déjà garée devant l'entrée. Stéphane entrait dans le hall, furieux. Chloé le suivait. Sa robe blanche était désormais maculée de boue après sa crise dans l'allée. Je me suis garé et je suis entré dans le hall, m'arrêtant près d'un grand palmier d'intérieur, là où je pouvais voir la réception. Stéphane a abattu sa main sur le comptoir de marbre. Il me faut une suite. La présidentielle. Si vous l'avez. Ma maison en a eu une urgence de plomberie. Il mentait jusqu'au bout. Le réceptionniste a tapé quelque chose. Bien sûr, monsieur. Nous avons la suite disponible. Ce sera 600 € par nuit, plus taxes. Puis-je avoir votre carte bancaire pour la garantie? Stéphane a sorti sa carte noire, celle qui était liée à mes primes d'entreprise, celle que j'avais fait annuler à 9h01 du matin. Il l'a tendue. Le réceptionniste a froncé les sourcils. Je suis désolé, monsieur. Cette carte est refusée. Repassez-la, a craché Stéphane. C'est une carte premium, il n'y a pas de plafond. Le système indique que la carte a été annulée pour vol, a dit le réceptionniste, la voix un cran plus bas. Vol. Stéphane a rougi. Tenez. Essayez celle-là. Il lui a tendu la carte du compte commun. Refusé. Stéphane a commencé à transpirer.
Il s'est palpé les poches, a sorti une carte de débit, la sienne, celle du compte où il gardait son argent de conseil. Celle-ci marche, a-t-il dit, sûr de lui. Le réceptionniste l'a passé. A attendu. A levé les yeux. Il y avait de la pitié dans son regard. Monsieur, il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte. Quoi? A hurlé Stéphane. Il y avait 3500 € hier. Je le sais. Mais la dette de jeu. Celle que j'avais cessé de payer. Le casino avait fait saisir. À l'instant où la protection du compte commun avait disparu avec le jugement de divorce, les créanciers s'étaient jetés sur son compte personnel et l'avaient bloqué. Brigitte les avait prévenus. Chloé s'est avancée, essuyant son mascara coulé. Utilise ma carte, Stéphane, bon sang. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une carte. C'était une carte supplémentaire liée à un de mes comptes. Madame, cette carte est également invalide, a dit le réceptionniste. Le silence dans le hall était assourdissant. Les gens regardaient, la mariée en robe sale, le marié sans argent. On en a du liquide, a bégayé Stéphane. Il a ouvert son portefeuille. Il avait peut-être 300 €. Même pas assez pour un hôtel de bord de route, encore moins pour le Ritz. Je dois passer un appel, a dit Stéphane, la voix tremblante. Il a sorti son téléphone et a composé mon numéro. J'ai vu mon écran s'illuminer dans mon sac. Je l'ai laissé sonner. Il a appelé mes parents. Papa. J'ai entendu sa voix se briser. Elle nous a mis dehors. Elle a bloqué les cartes. On est au Ritz, on ne peut pas payer, on n'a nulle part où aller. Je n'ai pas entendu la réponse de mon père, mais j'ai vu le visage de Stéphane se tordre. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne peux pas venir? Oui, je sais qu'il est tard, mais Chloé est enceinte d'accord on arrive. Il a raccroché et a regardé Chloé. Ton père dit qu'on peut dormir sur le canapé-lit de son bureau. Sur un canapé-lit? A hurlé Chloé. Je suis une mariée. Je suis enceinte. Je ne peux pas dormir sur un canapé-lit. Eh bien, on ne peut pas dormir ici. A hurlé Stéphane à son tour, perdant le contrôle. On n'a pas d'argent, Chloé. Elle a tout pris. Jusqu'au dernier centime. Tu disais que tu avais ton propre argent, l'a accusé Chloé en le poussant. Tu disais que tu étais un magnate. Je dépensais son argent, a lâché Stéphane, sa voix résonnant sous les hauts plafonds. Tout était son argent. T'es contente maintenant? Le réceptionniste s'est raclé la gorge. Monsieur, madame, je vais devoir vous demander de partir. Vous dérangez les autres clients. Ils sont sortis de l'hôtel. La marche de la honte, la dernière de toutes les marches de la honte. Pas de suite de luxe, pas de champagne, juste un retour glacé vers le pavillon de mes parents pour dormir sur un canapé-lit grumeleux, dans une pièce qui sentait le vieux papier journal. Je me suis approché du bar du hall. À l'homme derrière le comptoir, j'ai dit. Le verre le plus cher que vous ayez. Vous fêtez quelque chose? A-t-il demandé. La liberté, ai-je dit, et la justice. Lundi matin. Je suis entré dans mon immeuble de bureau avec l'impression de marcher sur l'air. Les agents de sécurité m'ont salué. Mon assistante, qui ne savait rien du drame du week-end, m'a tendu mon café. Votre agenda est chargé, a-t-elle dit, et votre famille est dans le hall. Ils exigent de vous voir. Envoyez-les en salle de réunion B, ai-je dit calmement. Et appelez Brigitte. Dites-lui d'apporter le dossier. Ah, et demandez à monsieur Delma du service juridique de nous rejoindre. Je me suis refait une retouche, trait d'eyeliner net, rouge à lèvres rouges, tailleur de pouvoir. Je n'étais plus Nathalie la victime. J'étais la propriétaire de ma vie. Je suis entré dans la salle B. Ils étaient tous là. Ma mère, l'air défait. Mon père, furieux. Stéphane dans les mêmes vêtements que la veille, comme s'il ne s'était pas lavé. Chloé pleurant en silence dans un coin. Monstre! A crié ma mère dès que je suis entré. Comment as-tu pu? Le soir de leur mariage. Je me suis assise au bout de la table. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons des choses à discuter. Des choses? Stéphane a frappé la table.
Tu m'as volé ma maison. Tu m'as volé mon argent. J'ai récupéré ma propriété, ai-je corrigé. Et j'ai cessé de financer ton fraude. On va te poursuivre. A hurlé mon père. On va dire à tout le monde ce que tu as fait. Leur dire quoi? Ai-je demandé. Que j'ai expulsé mon ex-mari d'une maison qui n'était pas la sienne? Que j'ai arrêté de payer les caprices de ma sœur adulte? Allez-y. Mais avant, vous devriez voir ça. Brigitte est entrée. Derrière elle, notre avocat d'entreprise a déposé une grosse pile de documents sur la table. Ça, ai-je dit en montrant la pile, c'est un audit financier des 5 dernières années. Stéphane, tu as détourné plus de 100 000 € de nos comptes communs pour des jeux d'argent et des cadeaux non autorisés. C'est un délit pénal. Stéphane devint livide, et Chloé je regardais ma sœur. Voici les reçus, bijoux, voyages, vêtements tout payés avec de l'argent détourné. Aux yeux de la loi, cela fait de toi une complice de fraude, et une receleuse de biens volés. Chloé cessa de pleurer. Je ne le savais pas. L'ignorance n'est pas une défense, coupa Brigitte sèchement. Maintenant, repris-je en me levant, voilà mon offre. Je ne déposerai pas de plainte pénale contre Stéphane. Je ne poursuivrai pas Chloé pour restitution des actifs. Je ne vous poursuivrai pas, maman et papa, pour l'argent que je vous ai prêté au fil des années et que vous avez oublié de rembourser. Mes parents se ratatinèrent sur leur chaise. En échange, dis-je, vous signerez un accord de confidentialité. Vous ne me contacterez plus jamais. Vous ne reviendrez jamais dans mon bureau. Vous ne reviendrez jamais chez moi. Et toi, ajoutai-je en pointant Stéphane, tu reconnaîtras que la dette que tu as envers le casino et envers le fisc n'appartient qu'à toi. Le fisc? Hurla Stéphane. Oh, oui, souris-je. J'ai déposé une déclaration de conjoint innocent ce matin. Le fisc sait que tu n'as pas déclaré ses revenus de jeu. Ils vont te contacter. Stéphane enfouit sa tête dans ses mains. Il était fini. Tu nous détruis, murmura ma mère. Nous sommes ta famille. Non, dis-je, ma voix dure comme de l'acier. Vous étiez des parasites. J'étais l'hôte. Je guéris simplement de l'infection. Et le bébé, gémit Chloé. Ton neveu a besoin d'un toit. Je regardais Chloé, je regardais son ventre, et je jouais ma dernière carte, celle que je gardais. À propos de ce bébé, dis-je en sortant une dernière feuille du dossier. Stéphane, tu te souviens quand on essayait la FIV? Tu as refusé de faire un test de fertilité. Stéphane leva les yeux, confus. Et alors? J'ai demandé au médecin de faire l'analyse avec l'échantillon que tu as donné pour le kit maison qu'on a essayé d'abord. J'ai retrouvé les résultats sur ton bureau. Tu les avais cachés. Je lui fis glisser le papier. Tu as une condition génétique, Stéphane. Azoospermie. 0 spermatozoïde. Tu es stérile. La pièce tomba dans un silence absolu. On entendait le bourdonnement de la climatisation. Stéphane fixa la feuille. Puis il regarda Chloé. La couleur quitta le visage de Chloé. Elle ressemblait à un fantôme. Chloé. La voix de Stéphane était un chuchotement dangereux. Chloé, de qui est ce bébé? Je, balbutia Chloé. Ce test est faux. Nathalie l'a falsifié. C'est un document de la clinique, Stéphane, dis-je. Appelle-les. Stéphane se leva. La compréhension lui explosait au visage. Il avait tout fait sauter, perdu sa femme riche, perdu la maison, et s'était endetté pour un bébé qui n'était pas le sien. C'est qui? Rugit Stéphane en attrapant Chloé par le bras. C'était une seule fois. Cria Chloé. Avec le coach de la salle. Ça ne voulait rien dire. J'avais besoin que tu m'épouses. J'avais besoin de stabilité. Tu m'as trompé. Hurla Stéphane. Tu as ruiné ma vie pour un bâtard. Il se jeta sur elle. Les agents de sécurité intervinrent immédiatement et le retinrent. Sortez-les, dis-je aux agents. Tous. Pendant qu'on les traînait dehors, Stéphane hurlait des insultes. Chloé hurlait. Mes parents avaient l'air vieux et vaincus. Moi, je ne ressentis rien. Ni joie, ni tristesse.
Juste du silence. Le silence d'un tableau effacé. La révélation sur le bébé fut la bombe nucléaire qui vaporisa ce qui restait de leur alliance. Je n'eus rien à faire de plus, j'observais seulement les retombées, à distance. Stéphane fut arrêté pour agression ce jour-là, dans mon bureau. Il passa une nuit en garde à vue. Quand il sortit, il n'avait nulle part où aller. Mes parents refusèrent de l'héberger. Après tout, il n'était plus le père de leur petit enfant. Il n'était qu'un homme violent et sans argent, qui les avait humiliés. La vie de Chloé s'effondra. Mes parents, confrontés à la honte d'avoir une fille enceinte d'un simple coach de gym, et à la perte de leur rêve d'un gendre riche, se retournèrent contre elle. « Comment as-tu pu être aussi stupide ?» L'entendis-je hurler au téléphone, encore. « Merci, Thomas, pour les mises à jour. Tu avais la poule aux œufs d'or et tu l'as tuée. » Il se fichait de la morale. Il se fichait que l'arnaque ait échoué. Stéphane demanda l'annulation du mariage pour fraude. Il affirma que Chloé l'avait trompé pour le pousser à se marier. Il tenta aussi de me poursuivre à nouveau, en se représentant lui-même, parce qu'il ne pouvait pas s'offrir un avocat. Le juge classa l'affaire en 5 minutes et lui ordonna de payer mes frais. Comme il ne pouvait pas payer, il dut se déclarer en faillite. Et le bébé? Il s'avéra que le coach était un étudiant de 20 ans, sans argent et sans aucun intérêt à être père. Chloé se retrouva face à une maternité solo, sans aucun actif, vivant dans sa chambre d'enfance, en écoutant ma mère se plaindre chaque jour du coup de tout. Je reçus ensuite une lettre de Stéphane. Elle fut envoyée à mon bureau. Nathalie, je sais que j'ai tout gâché. J'ai été faible. Chloé m'a manipulé. Elle a joué avec mes insécurités. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'étais perdu. S'il te plaît, parlons. Je vis dans ma voiture. Je n'ai rien. Tu es la seule chose de bien qui me soit arrivée. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Je la lus 2 fois. Il y a 10 ans, j'aurais pleuré. J'aurais pensé, il souffre, je dois l'aider. Mais je regardais l'écriture, la même main qui avait signé le renoncement à ma dignité pour une maison qu'il ne possédait pas. Je pris un feutre rouge. J'écrivis, retour à l'envoyeur, sur l'enveloppe et je la passai au destructeur. Je ne le détestais même plus. Il m'était indifférent. Un inconnu. Une leçon apprise au prix fort. La destruction du clan Morel fut totale. Mes parents, sans mon aide mensuelle, ne pouvaient plus se payer leur train de vie. Ils durent mettre en vente leur pavillon, celui où j'ai grandi, celui où j'ai toujours été la seconde. Ils déménagèrent dans un petit 2 pièces, dans un quartier moins coté. Chloé dut trouver un travail. Un vrai travail. Elle commença comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Thomas me dit qu'elle avait l'air d'avoir pris 10 ans. Elle se plaint à qui veut l'entendre que sa sœur maléfique lui a volé son héritage. Mais personne n'écoute. Les gens du coin ont vu les voitures de police. Ils connaissent la vérité? Stéphane quitta la région. La rumeur dit qu'il est retourné dans son village natal vivre chez son frère. Il travaille dans un centre d'appel. Je maintins un 0 contact absolu. Je changeai de numéro. Je déménageai dans une nouvelle maison, un pantouse élégant et moderne en centre-ville. Loin de la périphérie. Je vendis la maison de la rue des Frênes à un jeune couple adorable. Je ne voulais plus des souvenirs. Lors d'un jour de pluie, je tombai sur ma mère au supermarché. C'était inévitable, dans une ville, je suppose. Elle avait l'air fragile. Ses cheveux n'étaient plus teints de son blond parfait habituel. Des racines grises apparaissaient. Elle me vit et arrêta son chariot. « Nathalie, dit-elle, la voix brisée. » Je m'arrêtai. Je ne fuis pas. Je restai droite. « Maman Madeleine, tu nous manques, dit-elle. » Des larmes lui montèrent aux yeux. « Ton père ne va pas bien. Le cœur en aurait besoin d'un peu d'aide. » Voilà la leçon. La culpabilité. Son cœur. De l'aide. Je regardais cette femme qui m'a dit de donner mon mari à ma sœur, qui m'a traité d'égoïste, qui ne m'a valorisé que tant que j'étais utile. « Je suis désolé d'entendre ça, dis-je. » Ma voix était polie. La sécurité sociale couvre les maladies cardiaques. Vous devriez les appeler.
Nathalie, Alta TL, on est ta famille. Non, dis-je en me penchant pour qu'elle entende chaque mot. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi Chloé. Vous avez choisi le mensonge. Vous ne pouvez pas revenir vers la vérité juste parce que le mensonge ne paie plus les factures. Je suis ta mère. Tu as été mon donneur d'ovules, dis-je, et mon bourreau. J'ai fini de payer ma propre humiliation. Je passais mon chemin. Je ne regardais pas en arrière. J'achetais mes courses, du bon fromage, du bon vin, les choses que j'aime. Et je sortis sous la pluie. Mais cette fois, la pluie semblait propre. Elle ressemblait à un baptême. Il y a eu cette fameuse soirée infernale. J'écris ceci depuis un balcon sur la Côte d'Azur. Je me suis accordé une année sabbatique, pour la première fois de ma vie. Je ne travaille pas. Je vis. Le contentieux, un souvenir lointain. La douleur, une cicatrice blanchie. J'ai rencontré quelqu'un ici. Il s'appelle Lucas. Il est architecte. Il ne sait rien de mon argent, et il s'en fiche. Il aime que je sois intelligente. Il aime que je le batte aux échecs. Nous étions assis au bord de la mer et il m'a demandé, « Nathalie, pourquoi tu vérifies toujours l'addition aussi attentivement ?» J'ai souri, parce que j'ai appris que si tu n'auditais pas ta propre vie, quelqu'un d'autre détournera ton bonheur. J'ai pensé à Chloé, probablement en train de changer une couche dans un petit appartement, amère et furieuse. J'ai pensé à Stéphane, en train de répondre à des appels quelque part, rêvant de la vie qu'il a jetée. Ils voulaient tout. Ils n'ont plus rien. Moi, je ne voulais rien d'autre que l'amour et j'ai fini avec tout. Ma liberté, ma fortune, et, enfin, moi. Je réalisais que la sœur ombre n'existait plus. Je n'étais pas l'ombre. J'étais le soleil. Je leur avais simplement permis de se mettre devant ma lumière. Je pris une gorgée de vin. Le même genre de vin que celui que j'ai bu le soir où Camille m'a dit de me battre. Aux auditrices, murmurai-je à la mère. Et la mère me murmura en retour, « Tu as gagné. » Si tu traverses quelque chose de similaire, si tu es la personne qui donne toujours et ne reçoit jamais, écoute-moi, arrête. Ferme le robinet. Change les serrures. Tu vaux plus que ce que tu peux fournir aux autres. Ne sois pas la sœur ombre. Sois la propriétaire de ta propre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile de la raconter, mais c'était nécessaire. Si vous avez aimé me voir détruire les gens qui ont essayé de me détruire, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'écrire, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous êtes ma vraie famille. Maintenez-vous fort. Et gardez les reçus. Et ainsi, tandis que les vagues de la Côte d'Azur murmuraient la victoire à Nathalie, nous nous rappelons une vérité puissante, l'estime de soi ne se définit pas par combien nous donnons aux autres, mais par la férocité avec laquelle nous protégeons notre propre lumière. Son parcours n'a pas seulement été de récupérer ses biens ou sa liberté, il a été de redécouvrir son pouvoir, sa valeur, et le courage de rester debout face à la trahison. L'histoire de Nathalie nous enseigne que la résilience ne n'est pas d'éviter la douleur, mais de l'affronter de face et de l'utiliser comme catalyseur de croissance. Dans la vie, nous pouvons rencontrer des personnes qui profitent de notre gentillesse ou la confondent avec de la faiblesse, mais la vraie force réside dans le fait de savoir quand tracer des limites, quand dire stop, et quand prioriser notre propre bonheur. La transformation de Nathalie, de la sœur ombre à la maîtresse de sa vie, nous rappelle que nous ne sommes pas définis par les attentes ou les manipulations des autres, nous sommes définis par notre capacité à nous relever, reconstruire, et briller plus que jamais. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos pensées ci-dessous, ou écrivez simplement « Bien joué » si cette réflexion vous a touché. Célébrons le pouvoir qui existe en chacun de nous. M.